C'est un docteur en biochimie qui m'a permis de comprendre ce que la science-fiction apportait d'unique en l'humanité. Mon premier contact avec la science-fiction date de 1977, avec la Guerre des Étoiles. Mes grands-parents avaient dû lire quelque part que ça parlait de chevaliers, de combats à l'épée, de lutte du bien contre le mal. Ils m'y ont donc emmené avec mon frère. Je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient vraiment à voir ce qu'ils ont vu. À cette époque, moi je suis passionné d'histoire. J'ai lu les contes d'Andersen, les contes de Grimm. J'ai lu aussi tout ce qui est les contes du monde entier. Je suis abonné à Astrapi et à J'aime lire. J'ai vu pas mal de Walt Disney. Et pour moi, Star Wars, c'est la même chose. On prend un univers, une situation, on met des personnages et on voit ce qui se passe. Ayant découvert la science-fiction, ce que je fais, c'est que je commence à m'y intéresser. D'abord par les séries, Albator, puis Capitaine Flamme. Et je continue ma découverte littéraire aussi. Maupassant, Victor Hugo, et puis Indiana Jones aussi, dans un autre style, Philippe K. Dick. Et puis au lycée, je découvre un livre, écrit en 1954, par ce fameux docteur en biochimie dont je vous parlais au début. Cela s'appelle « Les cavernes d'acier ». C'est écrit par un auteur qui s'appelle Isaac Asimov, qui est aujourd'hui bien plus connu pour ses œuvres de science-fiction d'ailleurs. L'histoire se passe dans 3 millénaires. La Terre a évolué, la population humaine a augmenté de manière immense. N'ayant plus de place à la surface de la Terre, la population humaine a décidé de se mettre sous la Terre. Et donc toute la société a dû se réorganiser. Tout l'espace public manquant est devenu extrêmement limité. Les endroits dans lesquels les êtres humains peuvent vivre ont été tous réduits à leur portion congrue. Exemple concret, les toilettes ne sont plus que publiques, sinon ça prend trop de place. Les salles à manger sont maintenant toutes publiques, on y mange à 200, 300, 1000 personnes. L'appartement individuel n'est plus que pour la chambre, ou les chambres, s'il y a des enfants, et le salon. Tous les êtres humains vivent tassés les uns contre les autres. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour survivre à cet entassement, ils ont développé en réaction une phobie, une agoraphobie. Tous les espaces publics, pour eux, sont trop grands, trop vastes. Et en fait, aucun être humain ne peut supporter d'être dans un espace ouvert. Voir le ciel est au-delà des forces de n'importe quel être humain. Et pourtant, dans ce lieu, il existe, construit il y a très très longtemps, une grande place, un mémorial, qui célèbre l'endroit d'où sont partis les êtres humains pour aller explorer les mondes extérieurs. À cet endroit qui est grand et ouvert, il n'y a personne. Aucun humain n'y va jamais, forcément, c'est ouvert, on y voit le ciel. Et pourtant, là, il y a un être humain qui a été tué. Déjà qu'un être humain soit là est absolument impensable. Mais en plus qu'un être humain ait été tué, ce qui ne peut pas être fait par un robot dans ce monde, car les robots à cette époque ne peuvent pas tuer les êtres humains, sinon ils s'autodétruisent, ce crime est impossible. Et pourtant, il a eu lieu. Comme vous l'avez deviné, je suis totalement accroché par l'histoire, que je vous laisse lire pour la découvrir la suite. À la fin, bien sûr, ils résolvent l'énigme. Et un peu triste, j'arrive à la fin du livre, et avec beaucoup de joie, je découvre qu'il existe une suite à ce roman. Là, ça s'appelle « Face au feu du soleil ». On prend les mêmes personnages, quelques mois plus tard, et la situation est différente. Là, ça se passe dans un des mondes extérieurs, donc sur une planète où ce qu'on appelle des solariens sont allés il y a quelques générations. Et aujourd'hui, sur cette planète, quelques milliers d'êtres humains sont présents à cet endroit-là. Ces milliers d'êtres humains ont chacun des milliers de kilomètres carrés pour vivre depuis plusieurs générations. Ils sont chacun seuls dans un monde totalement aseptisé, entouré uniquement de robots. Et donc, en réaction, ils ont développé la phobie des êtres humains. Être en contact avec un autre être humain est totalement impossible pour eux. La reproduction se passe de manière assistée et jamais sans contact. Et donc, depuis des générations, ils font comme ça. Quand, par hasard, ils sont totalement obligés de se voir, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une combinaison. C'est trop dangereux d'être en contact avec un autre être humain. Et pourtant, un être humain a été tué sur cette planète. Ça ne peut pas être fait par un robot, toujours pas, ce sont les mêmes. C'est donc qu'un autre être humain a tué. Le crime est impossible, et pourtant il a eu lieu.
Je suis de nouveau passionné, je vous laisse de nouveau lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Isaac Asimov a pris un fil. La population de l'humanité augmente. Statistiquement, elle va continuer à augmenter. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? De ce fil, il a tiré deux futurs possibles. Un premier futur, les gens restent sur la Terre, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, et nous nous enterrons sous terre de manière à vivre. Autre possibilité, les personnes les plus riches s'en vont, et dans ce cas, ils explorent un monde nouveau. En bon scientifique qu'il est, Isaac Asimov a tissé à chaque fois un futur cohérent, une structure sociale cohérente. De la pelote des possibles, il a créé des futurs cohérents qui lui permettent à chaque fois de déterminer des conditions initiales, un environnement, d'imaginer une évolution et ensuite de mettre des agents à l'intérieur de ce cadre de manière à voir ce qui se passe. Une bonne histoire nous apprend toujours quelque chose. Prenez l'Odyssée d'Homère. L'histoire a plus de 2000 ans. En revanche, elle nous apprend toujours des choses sur ce qu'est l'éloignement, la douleur de la séparation, le fait d'être soumis à des épreuves, le fait de résister à la tentation avec les sirènes. C'est pourquoi elles sont toujours d'actualité. Il y a des sujets comme cela qui sont toujours d'actualité. En revanche, le rapport de la condition humaine avec la technologie a radicalement changé depuis la révolution industrielle. Avant celle-ci, les parents pouvaient apprendre à leurs enfants ce qu'était le monde. Et donc les enfants devenus grands savaient ce qu'est le monde. Sauf qu'à ce moment-là, le monde change à l'intérieur même d'une génération. Mon professeur d'histoire géo en 5e me disait même que lors de l'inauguration des lignes de chemin de fer, le premier voyage était organisé avec des officiels. Des préfets étaient invités. Et ce qui se passait assez souvent apparemment, c'est que ces officiels-là, à qui on promettait un voyage en train à des vitesses exceptionnelles, 35, 40 km/h, 45 dans certains cas, préféraient envoyer leurs femmes plutôt que d'y aller eux, car ils ne savaient pas ce qui se passait pour le corps humain à une telle vitesse. Pour la première fois dans notre histoire en tant qu'espèce, la manière dont la technologie évolue fait que le monde de demain arrive trop vite. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si la science-fiction est apparue à ce moment-là. Les grandes histoires de science-fiction nous apprennent quelque chose qui est toujours d'actualité. Les grandes histoires nous permettent d'apprendre quelque chose qui est toujours d'actualité. Les grandes histoires de science-fiction nous permettent, elles, de préparer un futur qui arrivera de toute façon trop vite. Regardez, il y a 6 ans et demi, sortait le premier téléphone portable, le premier smartphone à écran tactile. 6 ans et demi. Regardez aujourd'hui la manière dont il s'est inséré totalement dans nos vies et a radicalement modifié notre quotidien. Impossible à penser il y a quelques années. La fonction de la science-fiction est d'explorer, d'anticiper et de nous préparer non pas à un futur, mais à ce que pourrait être notre vie quotidienne dans ce futur. Notre espace public et législatif, notre vie privée. Notre réflexion sur l'utilisation des données personnelles serait-elle exactement la même sans l'invention de Big Brother dans le roman 1984, qui date pourtant de la fin des années 40? Probablement pas. Le mois dernier, l'Express.fr a fait un article dans lequel il a donné juste l'information de, dans certaines conditions, Google est capable de tracer automatiquement vos mouvements, savoir à quel endroit vous êtes, et c'est accessible en un clic. Aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons toujours pas décidé encore ce que nous voulons faire. Notre inconscient collectif est de toute façon marqué par ces grandes histoires de science-fiction et nous permet aussi d'explorer des aspects auxquels nous n'avons pas encore pensé dans notre quotidien. La manière dont chacun de nous vit le présent est marquée par la manière dont nous l'avons précédemment imaginé, à un niveau individuel ou collectif, par les histoires de science-fiction. Alors, la prochaine fois que vous êtes en train de lire ou de regarder de la science-fiction, voire d'en écrire,
souvenez-vous à ce moment-là que vous êtes en train de préparer le futur de l'humanité. Merci.